Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Engagement. Je suis avec Julie Rochefort et Marie-Hélène René, là, qui est toute frétillante là, à me parler. Ah oui, j'attends. Ben oui, mais là, on ne fera pas à croire qu'on ne se connaît pas. Là. On est du même village, toi et toi. Julie, tu es une ancienne collègue de classe. Absolument. Puis Marie-Hélène, toi, tu résides à Serre-Nord depuis nombre d'années. Je dirais 25 ans. 25 ans. Minimum. Tu es né à Sherbrooke? Ça se peut-tu dans l'Estrie? Tu viens-tu de l'Estrie, oui. toi? Ouais. Oui. Puis Julie, toi, tu es une fille de Saint-Sylvestre. Pas du tout. Non. Aston Junction. Aston, on a la même MRC. Ben oui, on est à côté. Donc, c'est ça. Je vous invite dans le cadre de cette émission-là, parce que moi, je trouve que vous êtes des femmes inspirantes qui travaillent pour la Ludolette. Ludolette, Marie-Hélène, pourquoi avoir commencé à travailler là? Parce qu'on va décrire c'est quoi tantôt, là, mais pourquoi travailler dans le monde communautaire? Bien, en fait, c'est Mme Julie, ici présente, qui est venue me chercher chez moi. J'étais en congé de maternité, puis je donnais des ateliers d'anglais chez moi, puis Julie est venue chez moi, cogner à la porte, puis elle m'a demandé si je voulais remplacer pour un congé, une collègue qui était en congé maternité. Okay. Alors, j'ai mis un pied dans l'organisme comme ça. Puis, ensuite de ça, c'était comme incertain de savoir si je pouvais rester ou non, dépendamment de la subvention salariale. Là. Donc, c'est ça. Ensuite, ils ont pu me garder. Et puis là, ça fait une dizaine d'années que je serais dans ma 11e année peut-être. Puis, t'avais-tu travaillé dans d'autres organismes communautaires avant? Non, moi, j'étais... dans le fond, j'ai fait mes études comme éducatrice spécialisée. Okay. J'étais dans les écoles. OK. Puis là, on va parler de ton travail, mais j'ai l'impression que ça retouche l'aspect éducatrice spécialisée. Parce que l'Udolette, on y accueille des enfants. C'est de la relation d'aide. Quoi que l'éducation spécialisée, c'est pas nécessairement relié aux enfants. Non, c'est des gens qui est plus, je dirais, qui ont... C'est large comme clientèle. Ouais. Quand on est éducatrice spécialisée, ça peut aller de des personnes âgées aux enfants, toxicomanie. Donc, c'est ça. C'est sûr que ça se retouche aussi là, à l'Udolette par rapport à ce que je faisais. Julie Rochefort, quelques années de présence à l'Udolette. Ça fait combien de temps que tu travailles là, toi? 21 ans. 21 ans, Caroline. Tu commençais à 10 ans? Presque. C'est flatteur. Non, mais là, je disais tantôt qu'on était école ensemble, fait qu'on trahit un peu son âge. Julie, toi, est-ce que c'est le premier emploi que tu as eu dans un organisme communautaire? Non, j'ai aussi travaillé... j'ai travaillé au communautaire aussi à l'ABDI, à l'époque, en déficience intellectuelle. L'Association des personnes avec déficience intellectuelle qui est basée à Nicolet. À Nicolet, oui. Il y avait des plans de travail ici, dans le disque, tout ça. C'était beaucoup sur l'intégration, parce que quand on est au communautaire, c'est toujours de l'intégration dans la communauté. J'ai travaillé un petit peu, moi aussi, au public, là, dans le milieu scolaire, là, comme psychoéducatrice. Mais c'est ça. On tombe en amour avec le communautaire. C'est des beaux emplois. Puis, je pense qu'on a un sentiment d'appartenance aussi par le fait qu'on habite la place. C'est notre place. Ben oui. C'est notre communauté. Ça fait que ça aide beaucoup à la rétention du personnel chez nous. Là. Ben oui. Puis, juste avant de parler de la mission puis des activités de la Ludolette, vous êtes combien d'employés? On est 8. 8 en ce moment. Ouais. Donc, 8 employés. Puis, je regardais, je préparais mon émission quand même 1984. 84, puis l'incorporation en 86. Oui, c'est quand même, ça fait longtemps. Et physiquement, c'est situé où, la Ludolette? C'est sur la rue Fleury, maintenant, depuis 7 ans, 8 ans. Donc, on a chez Boris, pour les plus anciens, on connaît la Nash Shirt, parce qu'on faisait des jeans. C'est, en le fond, un bâtiment qui est à côté. Oui. Puis ça a déjà été chez toi, la Ludolette. Oui, avant, c'était chez moi. Oui. Qui était près de la Caisse populaire. Mais toi, tu as acheté, le bâtiment. Le bâtiment. Tu as tellement aimé ça, la Ludolette. Ah, j'ai dit... C'est comme moi, j'aimais tellement la caisse des jardins que j'ai acheté la caisse. Les gens sont venus longtemps cogner chez nous. Oui, parce que les gens je ne dis pas cogner, rentrer. Parce que quand on rentre dans l'organisme, fait que les gens rentraient chez nous. Ils surprenaient de rentrer dans une cuisine de quelqu'un. Oui, puis qu'on était assis dans le salon. Puis, ça a pris un petit bout de temps avant de... L'habitude est là. Donc, Ludolette, Julie, c'est quoi? La mission, essentiellement, de Ludolette, c'est quoi? Bien, nous, on est financé à 2 ministères. En fait, le ministère de l'Éducation, pour tout le volet alphabétisation et éducation populaire. Et puis, au niveau de santé et services sociaux, pour, dans le fond, c'est le secteur personnes démunies.
Puis on est financé pour le milieu de vie et soutien dans la communauté, là, dans le cadre de ce... Fait que là, on va aller avec le premier volet. Marie-Hélène, dans le fond, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a des gens qui vont aller là, qui ont peut-être des difficultés en lecture, en écriture? Il y a des gens qui fréquentent, puis le motif, c'est ça? Oui, mais il y a comme plusieurs portes d'entrée, je dirais. Okay. Là, ils ne viennent pas consciemment parce qu'ils ont des problèmes de lecture ou d'écriture. Okay. Par nos activités, oui, ils vont travailler ça, mais c'est fait souvent de façon ludique, si on veut. Là. Puis on va aussi toucher au volet famille, étant donné que, tu sais, milieu de vie, c'est quand même assez large. Là. Donc, on a toutes sortes de gens, si je peux dire. Mais il reste qu'il va y avoir des genres de cours. Je voyais en informatique, pour les gens apprennent l'informatique. Je voyais que la francisation. Julie, est-ce que c'est... Francisation, moi, j'entends ça, je pense à personnes immigrantes. Oui. C'est-tu ça? En fait, c'est des travailleurs souvent plus temporaires. Je crois que ce n'est pas nécessairement des immigrants qui sont en vue d'eux, probablement, s'en venir ici. Mais là, dernièrement, on a engagé une secrétaire qui parle l'espagnol couramment. Puis ça, ce volet-là, c'était pas nécessairement là, il y a 20 ans. Non. La demande était là. Mais c'est ça, c'est toujours des questions de disponibilité parce que ce sont des travailleurs. Alors, ils ont souvent peu de temps. Mais là, c'est pas notre secrétaire. Elle a réussi à nous mettre en contact avec des gens qui avaient besoin. Puis c'est une bénévole qui a été longtemps missionnaire, là, qui habite Saint-Ouen. On va la nommer. Blandine, mais je ne sais pas son nom de famille. Madame Blandine. Bon, c'est bien. Bonjour Blandine, bravo de vous être joint à l'équipe de la Violette. Donc, francisation, informatique. Informatique, bien, on fait quoi, Marie-Hélène, dans le cours d'informatique? Moi, j'ai déjà donné le cours d'informatique, pas aux pauvres participants. On a des gens plus qualifiés là, maintenant qui donnent le cours d'informatique, mais on y va vraiment selon le besoin des gens aussi, parce que... Parce que c'est important, Julie, tu sais, si c'est un facteur d'exclusion de peu connaître ou pas connaître l'informatique. Parce que souvent, dans nos relations avec l'État, on est dirigé vers... aller sur le site web. Le site web, moi, je ne sais pas comment ça marche, Internet, je suis un peu mal pris. Là. Il y a une fracture. Oui, on appelle ça la fracture. La fracture numérique, c'est ça, dans le fond. C'est l'exclusion, les droits des personnes à avoir accès à l'information ou accès à des services. Souvent, est lésé ce droit-là par le virage numérique. Par exemple, on va se donner un exemple très concret. On a malheureusement vécu une pandémie de la COVID. La prise de rendez-vous, elle se faisait sur le web. Et ça s'est poursuivi comme ça pour les prises de sang, puis bien des Donc, rendez-vous médicaux. Donc, c'était d'initier des gens ou d'offrir le service. Regarde, viens prendre ton rendez-vous à l'Udolette, on va t'accompagner dans l'opération. C'est ce qu'on a fait? Oui, puis juste les passeports vaccinaux, les gens qui n'avaient pas de cellulaire, nous, je pense qu'on en a imprimé 2000, là. Les gens attendaient à la porte pour venir faire ça chez nous. Le papier. Le papier pour pouvoir entrer aux endroits. Puis ça, c'était comme tout en même temps aussi. On avait un peu de temps pour le faire. Là. Fait qu'on s'est débrouillé puis on l'a fait. Là, Parce que c'est une tendance qui n'ira pas en reculant. Donc, de là, l'importance d'initier des gens, mais en même temps, on ne peut pas fournir des cellulaires. Parce qu'il y en a qui ont de la difficulté même à l'ouvrir, le fermer. Fait qu'on est loin de pouvoir l'employer, puis là... C'est une forme d'exclusion. Oui. C'est un analphabétisme informatique, on pourrait dire. Absolument. On ne peut pas inventer des mots, non, mais ça ressemble à ça. Donc, on veut pallier à ça. C'est ça. C'est plus comme le volet santé, mais tu sais, mettons, il y a Mosaïque Parents aussi. Les bulletins scolaires. Ah, bien, parlons-en. C'est que dans le fond, toi, on va donner un exemple. Tu as encore des enfants à l'école? Oui. Toi aussi? Oui. C'est que dans le fond, vous recevez des communications de l'école? Régulièrement, qui se font les bulletins des communications par rapport au comportement ou les notes académiques de nos enfants. Ça a bien été, ça n'a pas bien été. Fait que là, c'est la manière que l'école communique avec vous autres, c'est via cette application-là. Fait que là, encore là, quelqu'un, j'ai pas d'ordinateur chez moi, je sais pas comment ça fonctionne. D'aller aussi sur cette application-là, Mosaïque. Il y en a pour qui c'est facile, mais il y en a que c'est plus difficile. Donc, on va les accompagner là-dedans.
Oui. OK. C'est des personnes souvent qui sont vulnérabilisées. Tu n'as pas beaucoup de sous, tu n'as pas le cellulaire ou tu ne sais pas l'employer. Ton enfant, des fois, ça va pas trop bien à l'école. Mais là, tu as du mal, toi, à avoir cette communication-là. Puis tu n'es peut-être pas assez à l'aise comme parent pour dire, ben moi, je le veux papier. Oui, oui. Fait que des fois, on accompagne des gens pour ça. Pouvez-vous lui sortir papier? Nous, on... Parce que ça crée un genre de cercle vicieux. Oui. Bon, l'enfant aurait besoin d'appui. Le parent n'est pas au courant de l'appui qu'il a donné. Fait que là, ça va de plus en plus mal. Là. Fait que là, OK. Ben, je félicite. Je ne connaissais pas ce volet-là. Moi, là. Je veux que les gens l'apprennent aussi. On parle d'alimentation. Là, j'ai vu qu'il y avait des cours de cuisine, même qu'il y avait des cuisines pédagogiques. C'est quoi si on va offrir lors des journées pédagogiques, on va offrir aux enfants des cours de cuisine? Bien, en fait, c'est des cuisines avec des jeunes de entre 9 et 11 ans. OK. Parce qu'on avait quand même une demande pendant les journées pédagogiques. Puis, c'est ça répond à un grand besoin. La personne qui l'anime, c'est Myriam. Puis, elle essaie de faire des rotations là, pour que les jeunes puissent tous y participer. Puis, c'est plus l'initiation à la cuisine. Vraiment, elle va chercher des idées pour aller les chercher eux, parce qu'il faut que ça soit intéressant pour eux autres aussi, puis qu'elle ait le goût de le reproduire rendu à la maison. Puis aussi, elle fait un volet dégustation. Là, elle leur fait goûter, comme par exemple, c'était un smoothie ou des boules énergisantes. Là, On va favoriser de l'alimentation saine aussi. On va essayer de faire des choses qui sont santé. Santé, c'est pas compliqué à faire. Quand on se fait à manger soi-même, c'est souvent plus santé que qu'est-ce qu'on achète qui est déjà fait. Me trompe plus. Pas un expert, là. Pas un expert en santé non plus. Bien, c'est que ça aussi, ça donne le goût aux jeunes de mettre la main à la pâte, comme on dit. Là. Ça donne le goût de cuisiner. Puis ça crée une dynamique de groupe. Puis, tu sais, exemple, Myriam est là, peut peut-être identifier, ben, pas dire des problèmes, mais peut-être des besoins à voir les gens, l'interaction, tout ça. Absolument. Et puis, on doit en avoir aussi pour les adultes des cuisines. Oui, des cuisines collectives. On a 4 groupes. Puis vous avez des beaux locaux en passant. On est bien équipés pour cuisiner. Oui. Tu dis donc 4 groupes? 4 groupes, c'est une fois par mois. Que les gens, tu sais, il y a moi qui a des cuisines, il y a Marie-Hélène, il y a Amélie, puis il y a une bénévole maintenant qui en fait aussi. Alors, c'est ça, une fois par mois, les gens choisissent qu'ils cuisinent ensemble. Nous, on est là pour soutenir l'animatrice. Et puis, dans le fond, il y a une base qui est payée par l'organisme, la farine, tu sais. On paye seulement la protéine, mais c'est 10 dans le fond. Que ça coûte. Que ça coûte, puis il amène de la nourriture pour un repas pour une famille. Là. OK, tu pars avec quelque chose. Tu pars avec, ça s'apparente à une cuisine collective? C'est en plein ça. OK, c'est une cuisine collective. En plein ça, c'est des cuisines donc, collectives. un beau social, une belle manière de sortir de l'isolement, oui. d'avoir de l'aide aussi. Je me permets aussi de parler, il y a des paniers, comment on appelle ça? La distribution alimentaire. C'est ça le vrai terme, Oui. on offre ça à l'île On offre ça, oui. C'est quoi? Comment ça se passe, Marie-Hélène? C'est à quelle fréquence? C'est aux 2 semaines, à tous les mercredis. En fait, on se déplace, on va à Moisson-Mauricie, à Trois-Rivières, très tôt le matin. Puis, on ramène la nourriture de Moisson. OK. Aussi, on a un autre distributeur, une personne, un propriétaire ici à l'épicerie qui nous offre des denrées également pour offrir aux personnes, aux bénéficiaires du comptoir alimentaire. Ça fait peut-être, je dirais peut-être 4-5 ans que... depuis la pandémie, là, qui ont décidé de Marché nous donner. Tradition. Marché Tradition. Oui, exactement. On va les nommer. Oui, on va les nommer. Ils ne sont pas obligés de faire ça. C'est un très beau geste. Non. C'est un très beau geste qu'on apprécie beaucoup. Fait que là, on va chercher des denrées, puis dans le fond, on les redivise. On les redistribue. On a une quarantaine de familles en moyenne, là, je dirais, là, selon la catégorie grande, moyenne ou petite famille. Là. Puis, on dispatche en bon français. Hein? On distribue. On distribue, mais ce que je veux dire, c'est qu'on comptabilise toute la nourriture qu'on a rapportée, puis là, on les met par catégorie, puis on fait le comptage là, selon la grandeur de la famille. Oui, donc c'est ça, quarantaine de personnes qui sont aidées comme ça. Ça me permet de dire, je pense que c'est le cas. Ludolette, oui, c'est à Saint-Henri-d'Aston, mais le champ d'action, c'est pas seulement avec la municipalité de Saint-Henri-Julie. Non, c'est ça. C'est les municipalités environnantes, en fait, là, Saint-Wenceslas, Sainte-Eulalie, Saint-Célestin, Saint-Perpétue. Des fois, Saint-Sylvestre, ça peut arriver. OK. Parce qu'on n'est pas bien loin, dépendant d'où les gens habitent.
Oui, c'est ça. Pendant la pandémie, ça montait à 50 bénéficiaires à l'aide alimentaire. Là, on était redescendu à 30, une trentaine, 30, 32. Puis là, vois-tu, la dernière distribution, on a eu 45 personnes. Fait que ça tend à remonter, là. Puis je pense que l'inflation y est pour quelque chose. Les prix des aliments, moi, je ne suis pas quelqu'un j'ai un bon revenu, là, mais souvent, il y a des choses que je n'achète plus à l'épicerie parce que je trouve que c'est trop cher. C'est ça. Fait que, puis j'achète d'autres choses, j'ai une alternative, mais quand je pense à des gens, là, on achète de la viande à l'épicerie, ça comme... Et on a beaucoup de personnes seules, dans le fond, à l'aide alimentaire. Les plus pauvres des plus pauvres, c'est la personne qui a le petit chèque à l'aide sociale ou la petite pension de vieillesse. Des grosses familles, depuis que l'aide, dans le fond, des allocations fédérales, les allocations familiales fédérales a augmenté beaucoup, on n'a presque pas de grandes familles, dans le fond, dans notre... Mais il y a comme des oubliés, on pourrait dire. Il y a des oubliés. Des gens qui vivent seuls. C'est vraiment en lien avec social, le coût du logement. Ça va vraiment avec le revenu. Ouais, là. on va en parler. C'est un beau plaster, l'aide alimentaire, mais c'est un plaster. Oui, parce qu'il y a d'autres problèmes en haut. des causes à le fait que... C'est ça. Puis en passant, comment, exemple, il y a des gens, puis c'est peut-être pas facile de demander de l'aide, de dire, ben Colin, je suis obligé j'ai de la misère à payer mon épicerie. Marie-Hélène, on fait quoi pour avoir un panier, par exemple? On appelle à l'organisme. OK. Puis c'est fait de façon confidentielle. OK. C'est la réceptionniste qui est Eliette. Elle apprend les informations de la personne. OK. Puis c'est ça, il y a des critères qu'il faut que la personne réponde. Uh-huh. Puis c'est pas plus compliqué que ça, là. Elle se présente la journée du comptoir alimentaire. Puis ça peut être une aide, tu sais, parce que tu demandes l'aide alimentaire, que tu vas en avoir toute ta vie. Là, non, ça peut être des fois, il y a des phases ça peut être d'une vie. temporaire. Là, des fois, il y en a qui perdent leur emploi. Ben oui. Puis, une ça séparation, Exact. une maladie. Une maladie, tu sais, un travailleur autonome tombe malade. Là, ça se peut qu'il n'y ait plus de revenus qui rentrent, plus de nourriture. C'est pas intéressant. On parle de logement. Évidemment, on ne peut pas rester à la ludolette. Quoique c'est un milieu de vie. Oui. On y mange, on se forme, on se divertit à cet endroit-là. Mais c'est une préoccupation. Julie, explique-moi un peu. Ben, dans le fond, la ludolette, il y a des gens qui y vont, il y a des gens qui vous parlent de choses, et un citoyen, à un moment donné, qui tutoie à toi, qui s'est adressé. Ben oui, c'est adressé à Monsieur moi. Denis Martin. Oui. De la famille Martin. Oui. Ils sont tous grands. Oui. Ça m'a toujours fasciné. Il restait sur la rue chez nous. Ben oui. Germain. Ben oui. Il y a un de ses frères, je pense qu'il est au camp des Alouettes de Montréal. Oui. C'était du monde pris, ça. Puis bien gentil, d'ailleurs. Oui. Denis, donc, il vient te voir, qui est citoyen. C'est ça, lui avait assisté à une rencontre. Dans le fond, c'était une rencontre d'AFEAS au régional, parce que maintenant, l'AFEAS, dans le fond, accepte les hommes en tant que membres. Ben oui, puis s'impliquer avec sa conjointe. Oui, pour comment s'impliquer. elle s'appelle, donc? Ghislaine Jutras. Ben oui, Ghislaine, bien dynamique, tout ça. Oui. Fait que Denis puis arrive. eux, dans le fond, il y avait eu une recommandation de fait ou une demande de fait au provincial en rapport avec le logement abordable. Mais lui, l'idée a fait son chemin dans sa tête. Il s'est dit, mais pourquoi qu'on ne fait pas quelque chose ici à Saint-Léonard d'Aston? Il y a déjà des belles initiatives qui sont faites comme à Drummondville, Trois-Rivières, Victo, sur le logement abordable, où des comités se rencontrent, où ils achètent des blocs, disons, puis ils vont les louer, ils vont les faire subventionner. Il y a des subventions pour ça, pour qu'ils soient moins chers. Parce que ici, comme ailleurs, on n'échappe pas, dans le fond, à la rareté des logements. Puis on va parler, il se lève des blocs appartements à Saint-Léonard d'Aston en ce moment. Là, puis bravo aux gens qui investissent ça. T'sais, on a un au bout de la rue Germain, on a un qui s'est construit à côté de l'hôtel de ville. Il y en a un qui s'en vient près d'ici, au futur, à l'ancien site du club de croquet. Absolument. Mais souvent, ce qui arrive, Marie-Hélène, c'est pas des logements à 600-700$ pour des 4,5. Là. C'est pas ça. Non, c'est un peu plus... C'est beaucoup plus cher. Ouais. Il y a quelques unités abordables, par exemple. En tout cas, je sais, dans celui qui est près de... La bibliothèque. La bibliothèque qui a reçu, dans le fond, l'entrepreneur a reçu une subvention. Il va les faire de façon plus modeste. Là, mais ce que M. Denis a fait, dans le fond, lui, il vit ici, puis il se rend compte, il y a des logements. Il en manque peut-être, mais il manque surtout de logements abordables. Absolument. Parce que là, on a des besoins vitaux. Là. Oui. Puis là, on a oublié d'en parler, mais tantôt, je me prends devant. Oui. Comptoir vestimentaire. Parce que les 3 besoins vitaux, c'est quoi? Manger, se vêtir et se loger. Oui. Donc, Denis vient de voir. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on
on fait? Qu'est-ce Mais qu'on on commence réfléchit ensemble aux besoins. Lui, il vérifie auprès de moi. Il dit, toi, les participants qui viennent ici, ça ressemble à quoi? Bien, on manque de logements. Les logements ont beaucoup monté. Ce qui se bâtit n'est pas nécessairement assez accessible, dans le fond, pour que les gens puissent aller habiter dedans. Fait que lui, s'est adjoint plusieurs personnes, des entrepreneurs, un conseiller municipal, François Rousseau, plein de personnes d'influence, dans le fond, puis il est allé voir d'autres initiatives un peu partout à Drummondville. Il y a des comités d'experts, il y a plein de ressources, en fait, qui se sont joints à lui là-dedans. Et puis là, on a une rencontre déjà cette semaine. On ne parlera pas de temps, mais on a une rencontre bientôt qui fait que, en fait, on va voir... On étudie la possibilité de peut-être d'avoir un modèle coopératif en logement, ce qui est de créer une coopérative d'habitation. C'est ça qui peut être super intéressant parce que là, les gens sont partie prenante de... le sentiment chez eux. d'appartenance Ben oui. aussi, puisque, tu sais, des fois, on veut offrir du logement, on entend des situations malheureuses ou des gens qui s'en vont, qui ne payent pas, là, ça, quand on monte les prix des logements, c'est des choses qui arrivent. Oui, malheureusement. Ou des gens qui vont aller rester à 5-6 dans un 4,5, ça arrive aussi, là. Puis ça crée d'autres problématiques. Voilà, c'est ce qu'on vit là, actuellement. Moi, j'ai 9 ans, je veux faire mes devoirs chez nous, puis on est 6 dans le 4,5. Ça se peut que ça soit pas super. Des qualités de vie. C'est pas super. Ça. Donc, est-ce qu'elle est créée, la coupe? Non. Non, là, il faut créer d'abord une organisation, il faut quand même s'incorporer nous-mêmes. Oui, peut-être demander un numéro de charité parce qu'on va vouloir recevoir des dons. Il faut financer ce projet-là aussi. Mais ça monte. On est à tout au balbutiement là, de tout ça ce projet. Ça monte un volet de la mission du Dolette. Oui, absolument. On est un peu un incubateur. Oui, mais c'est sûr qu'on est aussi, je veux dire, on va faire du terre à terre, comme on dit, on donne de la nourriture, mais on sait que le prix du logement, il fait beaucoup. Là. Personne, ou presque du HLM, vient chercher de l'aide alimentaire chez nous. Mais pourquoi? Bien, parce qu'ils ont l'argent disponible. Ouais. Si tu le payes 300 versus 800 ton logement par mois, c'est 500 $ de plus que tu as. Puis ce que j'observe là, on observe ça dans toutes les autres distributions alimentaires de la région, le centre du Québec. C'est vraiment des constats qui se sont faits. Là. Fait que là, ben pourquoi pas aller en amont puis essayer de régler des choses qui sont un peu plus majeures plutôt que mettre tout le temps juste des plasteurs sur le bobo. Marie-Aline, on parlait de besoins primaires. On a un comptoir vestimentaire à la Ludolette. Le friperie, la friperie Ludo. Oui, un comptoir vestimentaire, c'est ça. Une friperie. Ben, avant, on appelait un vestiaire. Maintenant, on dit, on a fait voter les gens de la communauté, voir comment ils voulaient l'appeler. Le nom qui est sorti, c'est la friperie Ludo. Ludo. Ouais. Et là, on peut aller là. On peut acheter des vêtements à faible coût. À faible coût, oui. Des vêtements qui sont... utilisables. Oui, parce que c'est trié par... en fait, il y a plusieurs bénévoles qui travaillent dans le vestiaire, dans la friperie. Puis, on a une responsable aussi qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Qui s'appelle? Sakura. Sakura Beaulieu. Okay. Elle met beaucoup de temps aussi pour... elle a pris le temps aussi pour mettre des spéciaux, parce que ça venait vraiment de... des gens, des clients qui viennent et demander à ce qu'il y ait plus de spéciaux. Parce que des fois, tu sais, oui, une paire de bottes, même si elle est juste 2 $, c'est pas cher, mais quand tu as 4 enfants habillés, bien, ça fait quand même 8 $ juste pour la paire de bottes. Là. Donc, il y a des périodes dans le mois où est-ce qu'il y a des 2 pour 1 ou qu'il y a des poches à 5 $. Donc, ça permet aussi aux gens qui ont moins les moyens de pouvoir bénéficier du même... Puis ça marche sur des dons? C'est des gens qui donnent des vêtements? C'est les gens qui viennent donner des vêtements. Okay. Ouais, en fait, on a comme un dépôt à linge là, où est-ce que les gens peuvent venir porter des sacs de linge, mais aussi, on prend les meubles. Ça arrive qu'on fait des dépannages aussi pour les gens qui en ont vraiment besoin. Là. Des dons, là. Oui. Ah, c'est bien. Et là, si on veut n'apprendre... Ah non, j'ai oublié un volet. La halte garderie. La halte garderie, oui. Parce que ça, j'ai vu, moi, je me prends mes marches à Saint-Laurent-d'Aston. Là, je marchais. Là, à un moment donné, je vois apparaître des jeux extérieurs. Mais en fait, on a un beau parc. Je vois des petits-enfants. Je dis, OK, c'est quoi ça? C'est quoi? Dans le fond, on a un parc. On a un parc qui est pas que pour la halte. C'est un parc pour les 0-5 ans. Okay. C'est offert à tous les gens de la municipalité. On peut y aller. On peut y aller en tout temps. Oui. C'est pas juste pour l'organisme. Aussi, il y a la pédiatrie sociale qui l'utilise, les familles de la pédiatrie sociale. Qui sont vos voisins.
Oui, on est pas mal voisins. Oui, c'est ça. Puis la halte garderie, c'est quoi? C'est pour qui? C'est peut-être plus une haltéropie qu'on pourrait dire. C'est pour offrir un moment de répit pour les parents. Dans le fond, c'est ouvert une demi-journée par semaine. Puis, les gens peuvent inscrire leur enfant. À toutes les semaines, il faut réinscrire parce que c'est pas un groupe régulier, en fait. Là, une semaine, tu peux y aller, tu peux le fréquenter. L'autre semaine, non. Fait que c'est ça. C'est pour offrir un répit pour les parents. Puis, les enfants, ça leur permet de socialiser avec d'autres amis. Puis, le parent, ça lui permet de pouvoir prendre un petit 2-3 heures là, pour décrocher. Puis, aussi, il y a des activités qu'on offre dans l'organisme. Par exemple, l'exercice qui est le jeudi après-midi. Bien, une maman pourrait aussi utiliser le service la haltéropie. Donc, pour elle, pour faire son cours d'activité physique, bien là, l'enfant, pendant ce temps-là, il est en sécurité, il est supervisé. Pendant que la maman peut faire son activité. Julie, est-ce que ça coûte quelque chose, ces services-là? Le service, il coûte quoi, Marie? Le service de la garderie est 5 C'est 5 ouais, 5 OK. 5 la fois, oui. Je sais qu'il faut être membre. Oui, 5 mais... On ne parle pas de coûts élevés. Là. Non. On est dans l'accessibilité, tout ça. Absolument. Et évidemment, on est présent sur la Ludolette, est présente sur les médias sociaux, page Facebook, site web, c'est bien ça? Oui, pas de site web. Malheureusement, c'est un projet à venir. Oui. On a déjà eu un, mais maintenant, là, on a une page Facebook. C'est ça, on a la page Facebook. Oui. Où on affiche. Et si on veut contacter la Ludolette, s'il y a des gens qui se posent des questions, je pourrais peut-être y aller, tout ça. Ils peuvent passer 91 rue Fleury aussi. Oui, c'est la meilleure façon, c'est Oui. de venir sur place et de constater toutes les activités qu'on offre et les services. Sinon, le numéro de téléphone? Qui est? 819-399-3023. Bon, ben merci, Julie Rochefort. On est en co-coordination. Oui, on est en co-gestion. Co-gestion, oui, donc tu es co-gestionnaire. co-gestionnaire. Marie-Hélène René aussi, qui Aussi, est dans la co-gestion de la Ludolette. C'est qui l'autre? C'est Sylvain? Sylvain Beaulieu et Myriam Jourdain aussi. Oui, Myriam, oui. Puis vous êtes un quatuor. On est un quatuor. Puis on a des membres, comme on le mentionnait. C'est un organisme, donc ça appartient aux gens. Oui. On peut être membre. On peut être membre de la Ludolette. Absolument. Directement. Bon, ben bravo les filles, lâchez pas, puis bravo à toute l'équipe, puis tous les bénévoles aussi qui s'impliquent. Merci.